Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle étude. Le tréteau blanc, comme d'habitude. C'est une étude, j'ai oublié de le dire, d'un dénommé Gorgiev. Cette étude a été publiée en 1928. Donc le tréteau blanc, et il faut trouver comment gagner, malgré le matériel extrêmement réduit et le fait que les blancs n'aient plus de pions. Comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même la solution de cette jolie étude. Et ensuite, Romu va tout vous expliquer. Alors effectivement, tu l'as dit Laurent, il y a plus de pions chez les blancs. On voit le rapport matériel, donc c'est tour fou contre tour 3 pions, donc ce qui pourrait, dans une situation normale, être une position, enfin en tout cas un rapport matériel assez équilibré. Mais tout de suite, ce qui frappe et qui attire notre attention, c'est la position un peu maladroite de la tour A7, qui pour l'instant est enfermée par ses propres pions. Et le roi qui est sur la 8e rangée, qui est donc sur une case noire aussi, donc la couleur de notre fou. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Quels sont les écueils à éviter dans cette position ? On l'a dit, les noirs ont une tour qui est vraiment extrêmement mal placée, et donc si on imagine que si les noirs arrivent à libérer cette tour, ils auront fait un grand pas vers le partage du point, par exemple un coup comme B6 ou même B5 échec, et ensuite sortir la tour. On sait très bien que tour fou contre tour étant généralement nul, les noirs peuvent même se permettre de donner 1, voire 2, voire même 3 pions et tomber dans une position quand même nulle en défendant correctement tour contre tour fou. Donc il s'agit de gagner avec les blancs, et pour cela il va donc falloir éviter que cette tour se libère. Alors, il y a 2 coups certainement qui viennent à l'esprit. Alors, c'est peut-être pas les 2 seuls, mais en tout cas c'est les 2 clairement les plus naturels. C'est fou F4 et tour H8. Donc les 2 échecs. Pourquoi les 2 échecs ? Puisque, comme tu l'as dit, sinon B5 échec et la tour s'en va. Voilà, c'est ça. On l'a dit, il y a urgence, et chaque fois qu'il y a urgence, on cherche donc les coups forcés, et donc ça commence naturellement par des échecs. Alors, le bon coup va être tour H8, mais il est important de comprendre pourquoi fou F4 ne fonctionne pas. Alors, donc après fou F4, échec, on est obligé d'aller en C8, ça on le voit facilement, parce que sur roi A8, on est mat par tour H8. C'est-à-dire qu'on avait dit que c'était la tour qui était gênée par le roi et par les pions, mais finalement les rôles peuvent s'inverser, et ce sont finalement la tour et le pion qui gênent leur propre roi. Donc ça c'est relativement simple. Donc on se dit qu'après roi C8, on doit continuer à faire échec, on pense à tour H8, et là j'aurais eu tendance à dire, Romu, que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les blancs d'avoir ce roi sur la 7e, puisqu'il est sur la même ligne que sa tour, et donc on peut penser à un moment donné avoir une enfilade par le coup tour H7, et d'ailleurs je te propose ce coup-là, fou B8, en me disant que je vais réussir à enfermer cette tour. Oui, effectivement, fou B8 c'est un coup malin, puisque tu veux clairement t'en prendre à cette tour en A7. Mais les noirs ont une défense. Alors il y a quand même un piège à éviter. Le petit piège à éviter, c'est B5 échec, qui pourrait être tentant, puisqu'on se dit on fait échec et on libère la 7e rangée, du coup la tour va pouvoir bouger et la vie est belle et on s'en sort. Sauf que après roi prend A5, les noirs doivent donc bouger leur tour. Sur tour A8, la tour est très très mal placée, puisqu'après roi B6, elle va juste se faire cueillir avec roi B7 au prochain coup. Elle est complètement dominée et enfermée. Donc tour A8 ne va pas. Et sur roi prend A5, tour B7, qui peut sembler être bien, puisque on ne voit pas de danger. B6, elle contrôle la case B6, elle a un œil sur le fou B8, il n'y a pas d'enfilade puisque le roi pourrait venir protéger la tour. On se dit tout va bien. Mais en fait, après roi prend A6, tout va mal. Puisque cette tour est attaquée,
et on ne peut pas vraiment la défendre puisque roi C6 perdrait... Elle est bloquée par pas mal de choses, hein. Son propre roi, c'est quand même assez artistique déjà en soi, hein, cette position. Elle est bloquée par son propre roi, son propre pion, et aussi par notre fou. Et, pardon, je t'ai coupé, mais tu allais dire, je crois que roi C6 serait le seul moyen de la protéger, mais on voit qu'après tour H6 échec, voilà, le roi s'en va, le roi noir s'en va, et on gagne B7. Donc ça veut dire que mon idée était super géniale, et j'ai trouvé alors. Elle était pas super géniale, elle était intéressante, mais elle n'était pas super géniale, puisque malheureusement, il y a une défense. Et cette défense, c'est non pas B5, mais c'est tour A8. Donc, alors, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on se dit, cette tour est quand même enfermée, on va aller la chercher. Oui, mais tu peux pas vraiment, parce que les noirs vont t'empêcher d'aller la chercher, et après roi prend A5, bien sûr, tu rêves de faire roi D6, mais les noirs peuvent t'en empêcher avec roi C6. Ok. Tour C8 échec, il faut que je force le passage, parce que le roi effectivement est trop gênant, et en plus, on se doute que les noirs ont prévu de faire B6 échec pour mettre le roi blanc sur le reculoir et donner l'accès à la case B7 pour leur propre roi. Donc je suis obligé de chasser ton roi, je dois en même temps conserver la défense de mon fou, donc tour C8 échec. Donc là je fais roi D7 bien sûr pour attaquer ta tour. Tour C7 forcé. Ouais. Donc là je fais roi D8, je reste au contact de ta tour et j'attaque ton fou. Donc ici, là tu n'as pas le choix vraiment, je pense, tu dois jouer tour B7. Voilà. Et là je joue roi C8. Ok, qui donc attaque la tour et le fou. Alors bien évidemment, je joue le rôle de celui qui est sûr de son idée et ainsi de suite, mais on a regardé tout ça à l'avance et on s'est rendu compte surtout qu'il y avait ici une idée très artistique, mais qui malheureusement ne marche pas. Donc peut-être que certains des internautes sont arrivés jusqu'ici et ont eu cette illusion d'avoir trouvé, grâce au coup très très malin, tour C7 échec. Oui, avec l'idée que le fou n'est pas vraiment comestible, puisqu'après roi B6, on se retrouverait dans une situation assez périlleuse, puisque le roi ne peut pas bouger, la tour ne peut pas bouger, et que faire? On est obligé de pousser le pion. C'est A5, et là on va jouer un petit coup de tour, par exemple tour H7, et on menace un subtil tour H8 mat. Et le seul coup pour éviter le mat, c'est roi C8, mais ça n'empêche pas la perte de la tour après tour H8, et tour prend A8. Ok. Donc ce petit coup quand même, tour C7 échec, si ça avait fonctionné, ça aurait été déjà une magnifique solution pour cette étude. Malheureusement, les noirs ne sont pas obligés de prendre le fou avec leur roi. Ils peuvent se contenter de jouer roi D8, et on a beau triturer la position dans tous les sens, on arrive peut-être à enfermer la tour noire, mais on n'arrive pas en même temps à l'attaquer, et donc il faut se rendre à l'évidence, les blancs ne vont pas pouvoir gagner avec une tour et un fou face à une tour. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une nulle théorique, sauf dans certains cas très très particuliers. Ok, donc là on vient d'entrer dans pas mal de détails pour démontrer finalement que la tentative fou F4 échec est vraiment très intéressante, mais elle échoue sur une défense parfaite de l'adversaire. Donc c'était quand même une fausse piste assez roublarde. Hein. Oui, il y avait pas mal de pots de banane à éviter de part et d'autre, et c'est forcément un essai intéressant, et bravo à ceux qui ont pensé à ce coup et qui ont calculé, même s'ils n'ont pas tout vu parce que c'est assez difficile, c'est déjà bien d'y avoir pensé et d'avoir même imaginé ne serait-ce que quelques idées parmi toutes celles que l'on vient de montrer. Donc on a exploré fou F4 et on vient de voir que ça ne marche pas. Et donc le deuxième échec qui est à notre disposition, c'est tour H8. Ok. Bon, qui va forcer les événements aussi. Roi C7 est la seule case. Et là, en fait, l'intérêt d'avoir mis la tour sur H8, c'est que on bloque toujours la tour A7, qui aimerait bien se recycler via la 8e rangée, mais là, c'est pas vraiment à l'heure du jour à cause de cette tour. Et donc la tour A7 est toujours bloquée. Alors il faut continuer à essayer de s'en prendre directement au roi noir, puisqu'il ne faut pas perdre de temps, on l'a dit, et donc explorer les échecs en premier. Et là, l'échec qui vient couronner la stratégie des blancs, c'est fou D8. Ok. Alors, quelle est l'idée?
c'est bien sûr, les noirs doivent jouer roi C6 parce que sinon, il y a fou B6. Ouais, quelle que soit la case, effectivement. C'est un joli enfermement de la tour, c'est pas très commun d'ailleurs. Et on note surtout que ce qui est très important, c'est que au-delà du fait qu'on attaque la tour, on bloque aussi le pion B7, parce que comme tu l'avais expliqué dans l'introduction de cette vidéo, l'une des ressources pour les noirs pour redonner de l'air à leur tour, c'était le coup B5 échec. Donc le fou fait deux choses à la fois, il bloque le pion et il attaque la tour. Donc ça c'est vraiment très joli, effectivement, comme tu dis, ça force roi C6. Ça force roi C6 qui en apparence empêche fou B6. Mais justement, c'est là toute la pointe de la solution, c'est qu'en fait, ça n'empêche pas fou B6, puisque fou B6 c'est le bon coup. Incroyable, là, mais vrai. Un coup extraordinaire. Donc, bien sûr, on attaque la tour qui n'a pas de case, donc les noirs n'ont pas le choix, ils doivent prendre le fou. Et là arrive une position assez cocasse où la tour A7 n'a plus de case, le pion B7 est bloqué, le pion A6 est bloqué, le pion A5 est bloqué. Il n'y a que le roi qui peut bouger. Donc, en fait, il peut bouger que sur la colonne C d'ailleurs. Et donc, si on bloque ce roi sur la colonne C, les noirs vont être en zugzwang puisqu'ils seront obligés de jouer leur seul coup légal, qui est tour A8, et la tour sera en prise. Donc, bien sûr, maintenant j'ai tout dit. Le coup, c'est tour C8. Exactement. On bloque le roi. Vraiment donc, une position incroyable, n'empêche. Ouais, c'est assez rigolo, surtout si on a les blancs. Et donc après tour C8, donc, les noirs sont obligés de jouer tour A8. C'est le seul coup légal. Après tour prend A8. Et on fait tour prend, et là on gagne la partie, puisqu'on va gagner le pion A5 au prochain coup en plus, c'est très facilement gagné. Donc finalement, on remue les deux intérêts de cette étude. Se situe d'abord dans la ligne secondaire, dans la ligne d'essai, on va dire, avec notamment de très beaux échanges entre des idées artistiques pour tenter de gagner et des idées artistiques pour se défendre dans le coup fou F4, mais aussi dans la ligne principale avec ce coup vraiment incroyable de fou B6 qui va créer une position de zugzwang tout à fait terrible. Ouais, c'est un très très joli coup qui exploite à merveille la position maladroite de la tour A7, qui est vraiment le caillou dans la chaussure des noirs. Et ok, c'est pour ça qu'on aime bien chercher des études, c'est pour avoir ce genre de position sous les yeux. Et voilà, j'espère que ça aura plu à nos internautes. Ouais, alors repassons comme d'habitude la ligne principale rapidement, sans les détails, on va dire. Donc tour H8 force le coup roi C7, fou D8 échec. Il semble que roi C6 soit le seul coup pour empêcher fou B6. Et on joue fou B6 quand même, on est têtu. Et donc après roi prend B6, tour C8, la position de zugzwang qui oblige les noirs à donner leur tour. Et donc après tour prend A8, c'est terminé. Donc finalement, le dernier mot pour cette étude, parfois certains se demandent un petit peu à quoi ça sert de chercher ce genre de solution, sachant qu'il est très peu probable qu'un jour dans une partie, on ait une tour en A7 comme ça, enfermée par ses propres pions, et ainsi de suite, et qu'un coup comme fou B6 puisse arriver. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Qu'ils n'ont pas forcément raison, et que oui, bien sûr, c'est assez rare de trouver une position avec une tour en A7 et une position qui est aussi originale. Mais quand même, ça fait travailler énormément le calcul, l'imagination, casser un peu les a priori aussi, parce que on a l'impression que c'est assez facile de faire nul avec les noirs en libérant la tour, et on se rend compte qu'à chaque fois, il y a un écueil qui nous empêche de nous libérer. Je pense aussi au coup fou B6. On voit celui qui n'est pas têtu, celui qui n'a pas l'habitude de résoudre des études, peut se dire ok, fou D8 échec, roi C6, et je m'arrête là parce qu'il m'empêche fou B6. Alors que si on a l'habitude de résoudre des études, au contraire, c'est peut-être là qu'on va commencer à regarder les coups un peu extraordinaires et trouver fou B6. Et dans une partie, ça peut arriver, ce genre de scénario. Tout à fait. On est dans une situation un peu sur le fil du rasoir, et les coups normaux ne fonctionnent pas, il faut faire appel aux coups qui sont un peu plus extraordinaires.
Et encore une fois, si on est aguerri à ce genre de choses, on perdra beaucoup moins de temps à trouver des coups qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. Et puis pour ajouter de l'eau à ton moulin, on peut aussi parler du simple fait de prendre l'habitude de penser aux zugzwang. C'est quand même, on le voit dans la pratique de nos élèves et dans notre propre pratique malheureusement, on a quelquefois tendance à oublier qu'il est possible de gagner en cédant le trait à l'adversaire. Et donc les études, et notamment ce type d'études dans lesquelles la domination est exceptionnelle, extraordinaire, on peut dire ça comme on veut, mais en tout cas ça nous donne le réflexe de penser à ce genre de coup où on donne le trait à l'adversaire parce qu'il n'en a pas de bon. Et donc finalement ce ne sont pas les blancs qui gagnent la partie, ce sont les noirs qui doivent la perdre, mais de façon obligatoire. Donc voilà, ce sont de bons réflexes pratiques qu'on va avoir. Évidemment qu'on n'aura probablement jamais une tour en A7 comme ça dans la partie de tous les jours, dans la pratique de tous les jours, mais voilà, on se crée de très très bons réflexes et comme tu l'as dit, on travaille l'imagination, le calcul, donc voilà, il faut résoudre des études et on espère aider tout le monde dans cette voie-là. Merci Romu pour cette présentation et tous tes conseils toujours très avisés. On espère que les tactiques que nous vous présentons vous plaisent et que la façon dont on vous les présente vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo pour justement nous faire passer le message. N'hésitez pas également à commenter, à nous dire ce que vous aviez vu ou pas, ce que vous aviez compris ou pas. Ça nous aide justement dans nos futurs commentaires, dans les commentaires des futures études, à savoir dans quelle direction on doit aller ou sur quel genre de points on doit insister. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Merci pour votre fidélité. Au revoir, à bientôt.